À la une de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé ce mardi un gouvernement ouvert aux personnalités favorables à son projet de grand parti unifié. L'Éthiopie et l'Érythrée ont signé ce lundi une déclaration conjointe de paix et d'amitié qui s'inscrit dans un plan stratégique plus vaste. Et puis au Cameroun, au moins 3 policiers ont été tués depuis ce dimanche par des séparatistes armés présumés dans la région anglophone du sud-ouest. Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre ce rendez-vous. Au Mali, à l'appel de la plateforme Sauvons Mopti, quelques centaines de personnes ont manifesté dans les rues de la capitale, Bamako. Ils dénoncent la dégradation de la situation sécuritaire au centre du Mali et l'inaction de l'État. En effet, la question de la sécurisation du vote dans cette région se pose encore et selon le ministère de l'administration du territoire, la semaine dernière, 6% des électeurs avaient récupéré leur carte à Mopti. Selon l'ONU, les incidents liés à la sécurité ont augmenté de 200% depuis le début de l'année 2018. Plus de 1000 incidents ont été enregistrés par la mission de maintien de la paix et des dizaines de personnes tuées dans la région de Mopti ces derniers mois. Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé ce mardi un nouveau gouvernement de combat avant la présidentielle de 2020. Une nouvelle équipe largement dominée par sa formation politique et ouverte aux personnalités favorables à son projet de grand parti unifié. Les détails. Avec 41 ministres et secrétaires d'État, contre 34 pour le précédent gouvernement, mais sans grand changement, le président a reconduit les barons du RDR, Amadou Gon Coulibaly comme Premier ministre, Ahmed Bakayoko à la Défense, Marcel Amotano aux Affaires étrangères et Kandia Camara à l'Éducation nationale. Albert Touakus Mabry, président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, est de retour au cabinet avec le portefeuille de l'enseignement supérieur et de la recherche. Aussi, le président ivoirien a-t-il gardé au gouvernement les ministres PDCI qui se sont déclarés favorables au RHDP, notamment Kobena Kwasi Adjoumani, qui a lancé un mouvement dissident à l'intérieur de son parti, voulant rassembler les pro-RHDP. Le gouvernement voit l'entrée notable d'un vice-président du PDCI, Eugène Awele Aka, comme ministre de la Santé. C'est un gouvernement très politique, un gouvernement de combat avant la présidentielle de 2020 pour le politologue Ousmane Zina. Cela paraissait compliqué de se passer du PDCI vu son poids électoral. Ouattara ne tranche pas, il se donne du temps et il maintient le débat au sein du PDCI sur la question du parti unifié. En effet, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, s'oppose à la création du parti unifié, ce qui provoque une crise au sein de la coalition au pouvoir et qui a suscité la dissolution du gouvernement. Il réclame un retour d'ascenseur pour la présidentielle de 2020, que le RDR soutienne un candidat unique issu du PDCI après que le PDCI eut soutenu Ouattara au scrutin de 2010 et de 2015. Mais le RDR refuse. Lors de la réunion de son bureau politique lundi, le parti présidentiel a même demandé au président Ouattara d'accepter d'être le président du parti unifié RHDP lorsqu'il sera effectivement créé. Le parti au pouvoir au Nigeria, le All Progressive Congress, a assuré qu'il resterait soudé au président Muhammadu Buhari sous le feu des critiques en pleine course pour la présidentielle de février 2019. Les images. Cette sortie intervient alors que plus de 30 partis, dont le principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire PDP, ont créé lundi une alliance pour faire front contre la candidature du chef de l'État de 75 ans à sa propre succession. La semaine dernière, c'est au sein même du All Progressive Congress APC que les fractures ont été mises au grand jour. Des parlementaires du parti au pouvoir ont annoncé la création de mouvements contestataires, l'APC réformé, RAPC, dénonçant la catastrophe monumentale qu'a été la présidence Buhari depuis 2015. Selon eux, mais pour le porte-parole de l'APC, Boladi Abdoulaye, ces développements n'auront aucun effet sur la campagne électorale. Ils peuvent se liguer contre nous,
mais cela ne fera en aucun cas renoncer notre gouvernement à réaliser les promesses faites aux Nigérians, débarrasser notre pays de la corruption et améliorer le quotidien de notre peuple. Muhammadu Buhari est devenu en 2015 le premier candidat de l'opposition à vaincre un président en exercice dans l'histoire du Nigeria. Mais après une grande vague d'optimisme qui s'était emparée du géant de 180 millions d'habitants, Buhari a déchu, ne parvenant pas à mettre un point final à l'insurrection djihadiste Boko Haram, ni à endiguer les vagues de violence qui surgissent aux quatre coins du pays. Aboubakar Sadiq, professeur de sciences politiques à l'université Amadou Bello à Zaria, dans le nord du pays, craint que de nombreux partis de la nouvelle coalition de l'opposition soient trop petits pour pouvoir peser dans la balance. Selon lui, au sein du PDP, le candidat déjà en lice qui a le plus de chances de remporter les primaires est seulement l'ancien vice-président Atiku Abubakar qui a les moyens et les ressources pour contrer Buhari. Tous les yeux sont tournés toutefois vers Bukola Saraki et Yakubu Dogara, président de l'Assemblée et du Sénat, qui n'ont jamais caché leur inimitié envers Buhari, bien qu'ils appartiennent à son parti. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine du RAPC et devraient rallier le mouvement sous peu. L'élection du gouverneur de l'État d'Ekiti, qui doit se dérouler ce week-end, sera un test de popularité très important pour les deux partis majoritaires, le PDP et l'APC. Je le disais en titre, l'Éthiopie et l'Érythrée ont signé ce lundi une déclaration conjointe de paix et d'amitié après plus de 20 ans de guerre, laquelle déclaration s'inscrit dans un plan stratégique plus vaste. Après plus de 20 ans de guerre, l'Éthiopie et l'Érythrée ont signé une déclaration conjointe de paix et d'amitié. Ce test historique formalisant le rapprochement prévoit une reprise du commerce, des transports et des télécommunications, ainsi que le rétablissement des liens diplomatiques et la mise en œuvre de l'accord international sur le respect de la frontière. Signé ce lundi et parrainé par les États-Unis, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, la déclaration s'inscrit dans un vaste plan de stabilisation de la Corne de l'Afrique, dont l'objectif est de daber le pion à la Chine au niveau économique et consolider l'alliance contre l'Iran au niveau géopolitique. Pendant des mois, les trois pays ont ainsi négocié une possible paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie pour que ce conflit latent ne soit plus un facteur de trouble dans la région. Il faut dire que l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed en février dernier a apaisé les tensions. En raison de son appartenance à l'ethnie Oromo, le nouveau Premier ministre éthiopien a de fait mis fin à une inimitié de plus de 20 ans entre le président érythréen et les Tigréens alors au pouvoir. Autre signe de cette volonté d'apaisement, l'Éthiopie a déclaré avoir formellement demandé au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite ce lundi à Addis Abeba, que soient levées les sanctions de l'ONU à l'encontre de l'Érythrée. Ces sanctions, adoptées en 2009, en raison notamment du soutien présumé d'Asmara aux islamistes somaliens Chebab, imposent notamment des gels d'avoirs et des interdictions de voyage à l'étranger pour des responsables politiques et militaires, ainsi qu'un embargo sur les armes. Au Cameroun, depuis la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 par le président Paul Biya, et ceci malgré la crise anglophone, les réactions des hommes politiques commencent à fuser. Au micro de notre correspondant Narcisse Oum, nous vous proposons quelques réactions. Biya a convoqué le corps électoral pour les présidentielles dans les délais. Mais nous avons dit depuis plusieurs semaines que 1000 élections ne valent pas la résolution profonde des politiques de la crise anglophone. Mais nous prenons acte de ce qu'il est convoqué, cette élection présidentielle. Pour nous, une élection présidentielle doit toujours être l'occasion d'aborder, de discuter, de présenter les points de vue, les visions politiques des différents candidats ou forces politiques sur les grands problèmes fondamentaux de notre pays. Fidèle à cette tradition, c'est ce qu'on va faire. Si M. Paul Biya veut entrer dans l'histoire, s'il ne veut pas rater la dernière occasion qui s'offre à lui de laisser un souvenir positif, nous lui suggérons humblement, mais fortement, de ne pas se présenter. Nous pensons qu'aujourd'hui, vraiment, ce monsieur doit aller à la retraite. Parce que, à son âge, avec le bilan qu'il a, avec la situation du pays, on a vraiment besoin que les Camerounais se retrouvent et refondent leur pays. C'est sans surprise que nous avons appris la convocation du corps électoral. Il est important pour nous de dire que nous allons participer, et même de participer, mais pour gagner. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, le pays est en crise.
dans le nord-ouest, le sud-ouest, à l'est du Cameroun, dans l'extrême nord et même dans toutes les régions du Cameroun. Le pays est en crise. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'il faut accorder encore à ce monsieur qui dirige le pays depuis 36 ans et bientôt 60 ans dans la haute administration un préavis pour qu'il reste et demeure au pouvoir? Non. S'il reste, il est clair que le pays connaîtra beaucoup pire qu'aujourd'hui. Nous sommes déjà dans une situation catastrophique. Et nous allons certainement avec lui dans une situation de non-retour. Et il faut éviter cela. On reste au Cameroun où la situation restait tendue ce mardi dans la région anglophone du sud-ouest où au moins 3 policiers ont été tués depuis dimanche et ce, par des séparatistes armés présumés. Pour la première fois depuis le début de la crise anglophone fin 2016, des séparatistes armés présumés ont fait irruption ce lundi à Buea, capitale du sud-ouest, où ils ont affronté pendant plusieurs heures les forces de défense et de sécurité, contraignant la majeure partie des habitants à rester cloîtrés chez eux. Éparpillés en divers groupes, les séparatistes s'en prennent sans relâche aux forces de l'ordre et de sécurité, mais aussi aux symboles de l'administration comme les écoles qu'ils incendient. Ils procèdent également à des enlèvements de policiers, de fonctionnaires et d'hommes d'affaires parfois étrangers. En s'attaquant à Buea, ville de plus de 100 000 habitants, les séparatistes tentent de s'emparer de cette ancienne capitale d'un État anglophone qui avait vu le jour sous mandat britannique entre 1922 et 1961. Elle a été désignée par les séparatistes armés comme la future capitale de l'État anglophone qu'ils revendiquent l'Ambazonie. Dans les 2 régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, les combats sont devenus quasi quotidiens entre militaires, policiers et ces hommes armés. D'abord centralisés début 2018 dans le nord-ouest, les combats se sont peu à peu déplacés vers le sud-ouest. La zone rurale entre Kumba, Mamfé et la frontière nigériane est devenue l'épicentre des violences. Ce conflit armé risque fortement de perturber le scrutin présidentiel prévu pour le 7 octobre. Un scrutin pour lequel le président Paul Biya n'a pas annoncé s'il serait candidat, mais il est présenté par son parti comme son candidat naturel. Et puis en Afrique du Sud, au moins une personne a été tuée et une vingtaine d'autres blessées dans l'accident d'un vieil avion qui s'est écrasé au décollage. L'accident est survenu alors que l'avion effectuait un vol d'essai ce mardi après-midi près de la capitale, Pretoria. Une personne a été tuée et une vingtaine d'autres blessées dans l'accident d'un vieil avion qui s'est écrasé au décollage sur une usine à environ 5 km de l'aéroport de Wonderboom à Pretoria. L'appareil, un bimoteur Convair 340 construit en 1954 aux États-Unis, devait être prochainement exposé dans un parc d'attractions aux Pays-Bas consacré à l'aviation. L'appareil avait 19 personnes à bord, dont le pilote et l'ingénieur, et nous avons une vingtaine de patients gravement et très grièvement blessés, y compris 2 au sol, a déclaré le porte-parole de la municipalité de Pretoria, Johan Peters. Les services de secours ER24 et l'autorité sud-africaine de l'aviation civile ont confirmé la mort d'une personne dans l'accident. De la fumée s'échappait de l'appareil à proximité duquel étaient garées de nombreuses ambulances. Selon le site d'Aviodrome, la remise en état de l'appareil et l'achat de pièces avaient coûté 350 000 €. L'avion, d'une capacité de 44 personnes, était attendu le 23 juillet prochain à l'aéroport néerlandais de Lelystad, à environ 60 km à l'est d'Amsterdam. Il devait quitter l'Afrique du Sud cette semaine en passant par l'Afrique de l'Est, l'Égypte, la Croatie, l'Autriche et enfin les Pays-Bas où il devait être exposé. L'autorité sud-africaine de l'aviation a dépêché sur le lieu de l'accident des enquêteurs qui ont commencé à travailler pour déterminer les causes de l'accident. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.